Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Nous commençons par les observateurs avisés qui estiment que les avancées spectaculaires enregistrées par le Rwanda ces 30 dernières années devraient fermer donc bouche à ceux qui ne visent qu'à tenir l'image actuelle du Rwanda. Ils sont des dizaines de jeunes, membres de l'association Green Kea qui traite les déchets ménagers qui viennent de partout dans la ville d'Orouillé, située à 130 km de Kigali, la capitale. Alain Christian Luzindana nous explique comment débuter cette opération. Quand les déchets arrivent aussi ici, on sépare les déchets, ceux qui sont organiques, déchets organiques et les déchets inorganiques. Les déchets organiques sont mis en andé pour le compostage. Et au bout de 60 jours, on est prêt à produire un compost qui est mis en sac et vendu. Et puis les déchets inorganiques, on sépare aussi les plastiques à part, les métaux à part, les cartons et autres choses à part. Et on les compacte et on les vend aux autres industries qui traitent et qui recyclent les déchets. L'éducation est un domaine qui révèle bien combien le Rwanda de ces 30 dernières années n'a rien de comparable avec celui des années antérieures. L'éducation est aujourd'hui inclusive. Même les personnes en situation d'handicap étudient et nourrissent beaucoup de projets de développement, comme Jean-Pierre Bizamenimana qui vit au nord du Rwanda. Mes études à l'école maternelle, primaire et secondaire, je les ai faites avec détermination et je me suis intégré totalement. Pour le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda, toute personne censée ne pourrait nier ces grandes réalisations qui font la fierté du Rwanda aujourd'hui. Les Rwandais qui vivent ici, et même les étrangers qui vivent ici, analysent aussi également ce qui est dit et le comparent par rapport à ce qu'ils vivent au jour le jour. Et ils le comparent aussi à ce qui est fait par le gouvernement rwandais en collaboration avec la population. Tu ne vas pas nous dire que voilà, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'hôpitaux au Rwanda, alors que tu sais très bien que tu peux aller à Kanombe, à l'hôpital Faisal, à l'hôpital de Kigali, au centre-ville ou ailleurs dans le pays. Tu ne peux pas dire aux Rwandais que voilà, les Rwandais sont incapables d'organiser des réunions, capables d'accueillir une réunion de 3, 4, 5 000 personnes, alors qu'ils l'ont vu. Tu ne peux pas dire qu'on n'a pas construit aujourd'hui 4-5 nouveaux stades de football, que le pays ne se développe pas, que tu vas dire affirmer que le pays ne se développe pas, alors que les Rwandais voient bien qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites. Donc aujourd'hui, il est très important qu'on donne la valeur à ce que disent ceux qui vivent ici au Rwanda, ceux qui viennent faire des enquêtes sérieuses ici au Rwanda, et par rapport à ce que une personne qui est assise à 6 000, 7 000 km, parce qu'il a parlé à 2-3 personnes par rapport à une population de 13 millions d'habitants, et donner la valeur à ce que quelqu'un, parce qu'il est blanc, parce qu'il a l'expérience, parce qu'il a les moyens, parce qu'il dit qu'il a fait des enquêtes, alors que dans ces enquêtes lui-même il dit qu'il suppose, il dit que voilà, on a des documents mais ça a été contredit, et croire que et accorder une importance à ce qui est dit à l'étranger par rapport à ce qui est fait réellement sur le territoire rwandais. À côté des multiples réalisations du Rwanda à l'intérieur du pays, le Rwanda assiste d'autres pays africains confrontés aux défis sécuritaires. C'est le cas notamment du Mozambique, où le Rwanda a déployé des troupes qui, depuis 2021, ont permis à ce pays d'Afrique australe de faire face à la menace djihadiste qui avait mis à mal la vie de la population de la province de Cabo Delgado au nord du Mozambique. C'est aussi la République centrafricaine qui respire maintenant la paix avec le concours des forces rwandaises. La cour d'assises de Bruxelles entre dès lundi prochain dans la dernière phase du procès Emmanuel Nkunduwinye, poursuivi pour crimes de génocide et crimes contre l'humanité, les crimes qui remontent au génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda
en 1994. Que retenir des précédentes phases de procès? Que dire des dépositions de témoins de part et d'autre? Élément de réponse avec Maître André Martin Kalongozi, l'un des avocats des parties civiles dans cette affaire. Nous sommes aujourd'hui au terme des débats, comme on dit, qu'on a commencé le 4 avril. Nous venons de terminer par les répliques des avocats de la défense de M. Bomboko. Alors il ressort de cet exercice difficile dans le sens où on a tenté de parler de l'histoire du génocide avec les complexités du génocide, mais ici on a tout organisé comme lors des précédentes cours d'assises, avec des témoins de contexte, entre guillemets des experts, avec des témoins des faits, donc ceux qui étaient sur place pendant le génocide, mais aussi avec des témoins de moralité, comme on dit. La plupart, c'est les membres de famille de l'accusé, ou alors ses proches, ses amis, ses associés notamment. Alors tout ça fait que alors chacun s'est forgé une opinion par rapport à l'issue de son procès. Mais la décision sera prise par le jury et la cour la semaine prochaine. Le jury se retire lundi et nous espérons que dans le courant de la semaine, ils vont nous donner le verdict. Alors, quelle est mon impression? Ce n'est qu'une impression, mais qui est basée quand même sur tout ce qu'on a vécu pendant ces 6 semaines. C'est qu'il ressort des débats que l'accusé, qui ne le conteste d'ailleurs pas, est un grand ami à Georges Rutaganda, est un grand ami à Zouzou, qui était chargé de la jeunesse chez les Interame, et qu'ils ont côtoyé aussi Robert Kajouga pendant cette période. Alors, leur, je vais dire, amitié date de longtemps avec Zouzou, qui était son associé à Amgar. Mais surtout, il se réclame le protégé de Georges Rutaganda, dont il est devenu un grand ami. Et vous avez compris aussi qu'à un certain moment, on parlait souvent carrément de pacte de sang entre les 3 personnes, Zouzou, Georges Rutaganda et Bomboko. Alors, Bomboko s'est chargé, lorsque Georges Rutaganda était au procès au TPIR, s'est chargé de lui trouver des témoins. Et c'est après, en fait, c'est très récemment qu'il a changé de stratégie. En quelque sorte, à l'époque, il disait que Georges Rutaganda n'avait pas commis le génocide. Maintenant, il a admis, mais très certainement, c'est une stratégie parce qu'il devait se distancer par rapport à lui pour espérer d'être acquitté à l'issue de cette procédure en cours en Belgique. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche personnellement? Eh bien, on l'a vu, en tout cas, dans les convois qui allaient chercher les gens pour les amener à l'hôtel des 1000 collines. Mais toutes ces démarches étaient à but lucratif parce que tous ces gens devaient payer des sommes importantes à l'époque. On l'a vu donc circuler, soit seul, soit avec les gardes du corps. Et j'ai rappelé hier que avoir des gardes du corps à cette époque, ça montre aussi qu'il était une personnalité importante au sein d'Interame. Et donc il a circulé seul de temps en temps. Il était des fois accompagné par les gardes du corps ou alors il était avec Zouzou, Rutaganda, Robert Kajouga, etc. Alors, ce qui s'est passé à Amgar,
il ressort en tout cas des débats que des gens ont été tués à Amugar, des femmes ont été violées à Amugar et qu'on s'est rendu compte qu'on avait creusé des fosses autour d'Amugar pour y jeter ses corps. Ça ne serait pas contesté. Alors son argument, c'est qu'il était protégé par George Rutaganda et les quelques alibis que j'ai tenté de balayer et je suis convaincu. Les quelques alibis, c'est qu'il était le beau-frère de Silas Madiambere, qu'il était menacé par le bourgmestre Gatete, qu'il a été cité une fois par la RTLM et qu'il était proche, sympathisant du MDR. Il y a des alibis, donc qu'il y a des règlements de compte, qu'il aurait été menacé pour des raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Tout ça, ça semble nous éloigner de la réalité parce que moi je suis convaincu qu'il nous a caché des informations importantes. Je suis convaincu aussi qu'il a participé sciemment parce qu'il voyait un intérêt dans le business, entre autres choses. Et donc, tous ces éléments sont soumis à l'examen du jury et de la Cour et nous espérons avoir une décision, le verdict de la semaine prochaine. Les juristes qui ont suivi de près les procès contre les suspects du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda dénoncent la passivité de la communauté internationale qui n'a pas permis de mettre la main sur tous les coupables présumés. Donc c'est en tout cas le point de vue de Maître Faustin Mulangwa, ancien avocat du tribunal international qui siégeait à Arusha en Tanzanie. Je propose de l'écouter. Ça fait longtemps que ces gens ils étaient recherchés par cette justice internationale. Et il faut souligner qu'ils avaient le moyen de le faire. Ils avaient le moyen de savoir tout ce qui s'est passé et là où ils étaient. Mais ils n'ont pas pu, faire assez que ces gens soient capturés à temps pour que, au moins les victimes puissent obtenir justice. Et je comprends la déception de la part des victimes. Mais aussi c'est l'échec par le fait que ces gens n'ont pas été présentés devant la justice pour que la vérité soit présentée au grand jour. Notamment les gens qui vivent à Mubuga, les gens qui ont perdu les leurs dans l'église de Mubuga, ils attendaient trop par rapport à ce que la justice leur octroie justice, mais c'est une déception. La déception revient aussi du point de vue coopération entre le tribunal et la communauté internationale. Puisque le génocide, crime contre l'humanité, c'est des crimes qui sont commis contre toute la communauté internationale entière. Et je comprends que celui qui est mort au Tchad, celui qui est mort au Congo, celui qui est mort au Zimbabwe, c'est des pays qui font partie de cette même communauté internationale. Mais on voit très bien qu'ils ne se soucient pas de ce que des efforts fournis par la justice internationale pour traduire devant la justice les présumés coupables du génocide. Et c'est une déception parce que cela nous amène à dire que le Nevegen est loin, est encore loin, parce qu'on voit ce qui se passe au Soudan, on voit ce qui se passe au Congo, on regarde ce qui se passe partout ailleurs, et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens si actuellement les pays comme le Congo, Zimbabwe, Tchad, Belgique, France, Angleterre et les autres ne coopèrent pas avec la justice internationale
pour traquer, capturer et traduire devant la justice internationale les présumés génocidaires. Demain ou après-demain, qu'est-ce qui va se passer? Et cela vraiment représente une forte, c'est là où ça représente une très forte déception. Alors que le Rwanda s'apprête à accueillir le championnat du monde des clubs vétérans au mois de septembre, la Banque de Kigali a signé un accord avec Easy Group en tant que sponsor de cet événement pour garantir son bon déroulement. Les points avec Charlène Fola. Du 1er au 10 septembre 2024, environ 150 anciennes gloires du football mondial seront au Rwanda pour le championnat du monde de clubs vétérans. Dr Diane Karusisi, directrice générale de la Banque de Kigali, a déclaré que cette fête sportive vaut plus qu'un événement sportif car elle contribuera également à renforcer les relations entre les pays et à promouvoir les commerces en Afrique. And to us, this partnership is exactly that. Ce partenariat vise à rassembler les Africains, à s'amuser ensemble et au-delà de cela, à discuter et échanger des idées sur la manière dont nous pouvons développer notre continent africain et renforcer les relations entre nos pays. De plus, il y a actuellement de nombreuses opportunités d'affaires en Afrique. Par conséquent, ces partenariats seront un moyen de collaborer et d'échanger des idées. En tant que BK, nous voulons être le canal par lequel toute personne venant au Rwanda peut facilement faire des affaires ici. Nous sommes très enthousiastes et attendons avec impatience le mois de septembre pour voir comment nous pouvons innover et développer notre continent. Le directeur général du championnat du monde de clubs vétérans estime que l'accord avec la Banque de Kigali est bénéfique et se réjouit que le Rwanda ait accepté d'accueillir ses premiers événements. Pourquoi le Rwanda? Le Rwanda parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est aujourd'hui, pour moi, le pays modèle mondial. Parce que très souvent, les gens pensent que l'innovation se fait ailleurs, ça se fait en Occident, en Asie. Aujourd'hui, le Rwanda... N'étant pas venu au Rwanda, j'avais déjà les Rwanda, donc, parce que je suis profondément africain, je suis attaché à nos cultures, donc ça fait que j'ai toujours suivi un peu l'évolution du continent. Et le Rwanda m'a toujours interpellé de par son leadership et tout ce que le Rwanda propose. L'Afrique de l'Ouest, qui est le représentant de PRG mondial. PRG, en fait, c'est la plus grosse entreprise au monde d'événementiel qui est basé aux États-Unis. Et j'ai pris la peine de m'associer avec les meilleurs parce que je voulais qu'on montre au monde. Il faut rappeler que VCWC, c'est un projet mondial. Ce n'est pas un projet africain. Mais je voulais mettre les Africains ensemble pour qu'on propose quelque chose de nouveau au monde. Le porte-parole du championnat du monde de clubs vétérans encourage tous les Rwandais à y participer pour assurer son succès. Alors, nous avons Oliver Kahn, nous avons Georges Weah, nous avons JJ Okocha, nous avons Ronaldinho. Et le VCWC, ce qui est très important, c'est que oui, c'est une compétition sportive, c'est du football, mais c'est une porte d'entrée. Parce que ce qu'on veut d'abord, c'est parler des sujets qui touchent la planète, qui touchent les populations. Donc on aura des forums sur la santé, sur l'investissement, sur l'éducation, sur le tourisme, etc. Donc des forums qui tiennent vraiment les gens à cœur. Et comme le football est le sport par excellence, le sport le plus populaire sur la planète, c'est beaucoup plus facile de parler de ces sujets-là en utilisant le football comme vecteur. Ce qu'on veut, c'est que les légendes retrouvent un honneur qui est le leur. Ils nous ont fait vibrer, c'est à nous maintenant de leur rendre l'appareil. La première édition du championnat du monde de clubs vétérans se tiendra au Rwanda du 1er au 10 septembre de cette année. Le championnat se tiendra chaque année et le Rwanda aura l'honneur d'abriter les 3 premières éditions consécutives. Charlène Fouraha pour la télévision rwandaise. Les
rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis dans le district de Rusizi se réjouissent des stratégies mises en place par le gouvernement du Rwanda pour assurer l'unité et la réconciliation des Rwandais. Ils estiment que cette politique leur a permis de surmonter les traumatismes et se remettre des conséquences du génocide. À partir de Rusizi, c'est un reportage de notre consoeur Francine Motessi présenté ici par Charlène Foulaha. Valens Tuyishime, survivant du génocide commis contre les Tutsis à Rusizi, souligne qu'il existe des preuves suffisantes qui montrent que le génocide contre les Tutsis a été préparé depuis plusieurs années. Tuyishime regrette que toutes les couches de la population aient été impliquées dans les génocides commis contre les Tutsis. L'abbé Matédié Kwamatus a été vraiment un mauvais exemple, je dirais, des religieux qui n'a pas eu son cœur de pasteur qui devait entretenir les brebis. Et, contrairement, il les a chassés, il les a trahis. Il a collaboré avec les Interahamwe pour tuer, pour exterminer, pour mettre à mort ceux qui étaient à Changi. Et il n'avait rien comme attitude positive pour aider les réfugiés à survivre. Nous n'avons pas eu la chance de voir de bons chrétiens qui se comportent comme des disciples de Jésus, comme il le disait. 30 ans après les génocides contre les Tutsis au Rwanda, Valens Tuyishime recouvre la vie et il est aujourd'hui le directeur d'une école. Il remercie l'armée du FPR Inkotanyi pour les avoir sauvés et les gouvernements de l'unité pour avoir mis en œuvre diverses mesures et programmes qui ont aidé les survivants du génocide à se remettre de leurs blessures et à se reconstruire. Nous dirons que nous avons bien fait un voyage de 30 ans, de nous reconstruire encore une fois, de rebâtir nos vies, parce que nous avons eu la chance ou bien le soutien du gouvernement de l'unité nationale qui nous a aidés à reprendre nos études. Nous avons continué à étudier. Nous avons terminé les études secondaires, les études universitaires. Aujourd'hui, nous sommes au service du pays, comme tant d'autres. Les veuves qui étaient là, éparpillées, sans espoir, ils sont maintenant avec toute joie. Ils ont déjà rétabli leur vie dans leurs villages respectifs. Et ceux qui n'avaient pas des abris, maintenant ils sont bien dans des maisons propres. Ceux qui n'avaient pas possibilité de se faire soigner, et aujourd'hui le gouvernement de l'unité nationale a donné le soutien de se faire soigner, ce qui est très important. Le rescapé du génocide contre les Tutsis dénonce la lâcheté de la communauté internationale qui n'a rien fait pour sauver les Tutsis, citant pour exemple le militaire français qui pourtant s'est trouvé sur place. Le 26 juin, c'est le moment où l'armée française est venue au camp de Nyarushishi. Je dirais beaucoup sur l'opération de l'armée française à Cyangugu, Kibuye et Gikongoro, plus précisément au camp de Nyarushishi. Mais je veux juste signaler que il y a un film qui a été tourné dans les années passées, qu'on appelait l'opération Turquoise, qui avait voulu montrer que l'opération Turquoise est venue juste pour créer une zone sécuritaire sûre, pour protéger ce qui était en danger, les Tutsis plus précisément. Je regrette que tout ce qui a été raconté dans le film, c'est vraiment faux. C'est faux, c'est archi faux. Parce que les Tutsis de Nyarushishi, certains parmi nous, ont été tués par les Interahamwe au vu des Français. Les Tutsis de Wissesero, ils ont été tués au vu des Français. Alors, je signalerai que
le moment où les Français venaient de réaliser la défaite de l'armée rwandaise, l'ex-armée rwandaise, ils ont commencé à faire une mobilisation en masse de toute la population de Cyangugu, Kibuye et Gikongoro de prendre fuite au Zaïre avec l'armée rwandaise qui était en défaite. Dans les districts de Rusizi et Nyamasheke, ex-préfecture de Cyangugu, il y a 22 mémoriaux du génocide où reposent plus de 190 000 corps de victimes du génocide commis contre les Tutsis en 1994. VUP, c'est l'Agence de développement des entités administratives locales, l'ODA en sigle, se félicite des résultats enregistrés dans la lutte contre la pauvreté au Rwanda grâce notamment à la mise en place du programme spécial de lutte contre la pauvreté, le programme communément appelé VUP. C'est ce que nous explique la directrice générale de l'ODA dans une interview avec notre collègue John Patrick Kwizera. Le VUP, c'est un programme important, c'est un instrument important dans la lutte contre la pauvreté, spécialement au niveau des ménages. Grâce au VUP, d'abord nous l'avons commencé en 2008 et nous étions dans 30 secteurs administratifs sur 416 composant le pays. Mais au vu des résultats, quand nous avons commencé avec 2 composantes qui sont l'appui direct aux ménages ne pouvant pas travailler, qui recevaient les transferts de fonds mensuellement, et la création d'emplois à travers les travaux publics VUP. Quand nous avons commencé, nous avons enregistré des résultats positifs. Et nous avons étendu le programme à tous les secteurs. Nous avons donc passé de 30 secteurs à 416 secteurs. Ensuite, nous avons augmenté le budget, passant de 1 milliard par année budgétaire jusqu'à 67 milliards aujourd'hui, en 2023-24, pour pouvoir couvrir toute l'étendue du pays et arriver à plusieurs ménages qui ont besoin de cet appui de VUP. Et nous avons également introduit de nouveaux instruments. Au début, nous avions l'appui au niveau des ménages à travers les transferts de fonds mensuels, comme je l'ai souligné, et nous avions les travaux publics qui donnaient des emplois aux ménages vulnérables. Mais nous avons diversifié en introduisant notamment les services financiers qui consistent en donnant des crédits faciles pour ces ménages vulnérables avec un niveau de taux d'intérêt de 2% seulement, qui n'est pas un intérêt composé mais un intérêt simple, c'est-à-dire que si un ménage reçoit 200 000 pour développer un projet générateur de revenus, à la fin, le ménage paye seulement 204 000 parce que nous appliquons seulement 2% et nous n'exigeons pas de garantie. Et ça, c'est une composante, un instrument que nous avons introduit. Un autre instrument très important, c'est la formation pour donner la possibilité aux membres des ménages, et surtout les membres qui sont relativement jeunes, la possibilité d'apprendre un nouveau métier. Il y a ceux qui ont appris la couture, d'autres ont appris la menuiserie, il y a ceux qui ont choisi la soudure, d'autres se sont orientés vers l'agriculture et l'élevage pour apprendre comment faire la reproduction, par exemple. Et là, nous avons enregistré des résultats très significatifs où les ménages dont les membres de famille ont bénéficié des formations avaient en plus de la formation, recevaient les toolkits, c'est-à-dire les instruments qui les aident à commencer à faire ces travaux dans les métiers différents. Nous avons également introduit
un autre instrument qui vise à créer des emplois, mais ces emplois destinés aux membres de famille qui ont certaines contraintes. Je donne un exemple. Si une famille a quelqu'un qui a un handicap et cette personne vivant avec handicap nécessite des soins particuliers, généralement le parent, c'est-à-dire la maman ou le papa qui prend soin de la personne avec handicap qui nécessite des soins, n'a pas le temps de passer 8 heures de travail. Et donc nous avons développé un instrument visant à créer des emplois, mais permettant à ce type de famille de venir travailler 2 heures par jour pour avoir le temps d'aller s'occuper de la personne qui a besoin de ce type de soins. Voilà, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui avec toute l'équipe qui a réalisé la grande édition. Je vous souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. J'étais avec Amandine Dikouma Sabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.